Tout ça, ça existe parce qu'il n'y a pas de statistiques totales de tous les livres, par qui ils sont vendus et comment ils sont vendus. Donc, il y a, notre rôle, c'est d'essayer de collationner ça et de récupérer là où on peut. Et donc, GFK est un panel, et chaque année, j'explique ce que c'est, et là, je vais le faire très brièvement, mais c'est une extrapolation, donc c'est pas fiable à 100%, c'est une sorte d'extrapolation de ce qu'il y a dans les librairies, et ils ont des algorithmes qui permettent d'estimer les ventes de livres. Et deuxième, ce qui pourrait être un biais, deuxième approche, GFK, qui vend ces données, bien sûr, c'est son métier, décide aussi quelque part, avec certains diffuseurs peut-être, de ce qui relève de la science-fiction ou pas. Donc là aussi, on peut avoir des différences selon les données qu'on fournit. Et ben voilà, vous avez surtout l'évolution. Voilà. Et 2023, c'est par rapport aux années précédentes, est une évolution très forte. Voilà, vous voyez le niveau quand même d'analyse que je vous fournis. Ensuite. Et là, quand même, on a mis ce qu'on peut en retirer de... Ouais, on ne voit pas au-dessus. Qu'est-ce que ça vous dit que les littératures de l'imaginaire, fantastique, SF, fantasy et romantasy, donc représentent ce que vous avez vu en chiffre d'affaires, et en nombre d'exemplaires, ça fait 5,3 millions d'exemplaires vendus. Voilà. La barre en dessous. La barre en bas à gauche, si tu veux. Ouais, t'as qu'à la bouger au fur et à mesure, si tu veux. Et on va arrêter de toucher. Est-ce que je meuble Alors, je vais vous expliquer ce qu'est la science-fiction. Voilà, c'est bon. Mais c'était pas drôle autrement. Oui, je te remercie. Non, mais arrêtez de lui dire. Nous, on fournit les données et après, on partage tous ensemble les commentaires et ce qu'on peut en tirer. La dernière personne qui a fait cette présentation sur laquelle j'ai pompé, qui disait les 10 premiers éditeurs représentent 69% du marché, disait, et donc le prenait aussi de l'autre côté en disant les 31,1% sont partagés par beaucoup d'éditeurs. Donc c'est au contraire assez peu. Enfin, on peut considérer d'un côté que c'est concentré, mais on peut aussi le voir autrement, c'est beaucoup plus concentré si on regarde dans d'autres domaines de livres, d'autres secteurs, enfin d'autres domaines. Ensuite, on a cette question qui va nous animer, c'est la question de la romantasy. Moi, j'y connais rien, donc il y a des gens qui vont en parler, mais ce qu'on peut en déduire, c'est, certes, la romantasy a apporté une croissance extrêmement forte aux chiffres d'affaires des littératures de l'imaginaire, mais à part le fantastique, on voit que l'ASF et la fantasy, en 2023 par rapport à 2022, sont également en croissance, hors romantasy, donc il fallait faire un découpage, il y a toujours la question de où est-ce qu'on découpe, comment on découpe. Ça veut dire qu'au global, si ces 74 millions que vous avez vus sont à plus 23% représentent plus 23% par rapport à 2022, si on enlève la romantasy, c'est néanmoins à plus 17%. C'est intéressant de voir que vous avez X% des ventes. Plus X% des ventes. Ouais. Attention, je fais un truc de Non. Non, il veut pas. Donc, Non, mais là, Voilà, ça compte. Attends, ça marche. Bon, donc, les nouveautés, 58% des ventes. Donc, les nouveautés, tous les livres parus depuis moins d'un an représentent 58% des ventes. Et puis, autre donnée pour dessiner tout ça, 44% des ventes en chiffre d'affaires sont représentées par le format poche. Donc on vous fournit là juste quelques indicateurs. Et puis là c'est toujours drôle, ou pas, ça dépend. J'ai montré hier soir dans sa chambre à Alain Damasio, je crois qu'il connaissait quand même, il n'avait jamais vu ses couvertures, ça lui a fait un choc. Mais on voit éventuellement ce qui relève de ce qu'on appellerait la romantasy notamment. Voilà, ça c'est d'après GFK, donc vous avez un nombre d'exemplaires, mais c'est une extrapolation. Vous avez les 10 meilleures ventes en grand format en 2023.
Ça marche bien, ça on regarde toujours. Ça, celui-là, je le mets exprès parce qu'il a l'air du compte. Donc, et vous avez le format en poche, où on va peut-être, il y a peut-être plus, on pourrait en conclure peut-être, mais ça sera à vous d'en conclure, des choses qu'il y a davantage de représentativité des différents genres liés à la littérature de l'imaginaire. Et j'ai terminé. C'est pour ça que je vais voir. Les questions, on les met plutôt toutes à, on les met à tout à la fin, fin. ouais. Notez-les, tout ça. Qu'est-ce que tu as fait? Ah là, c'est pas moi. Ça fait partie de la concept prévue. Voilà, il faut un peu de... C'est le problème du jeudi matin. Il faut un peu d'animation pour amuser tout le monde. On va parler maintenant des chiffres de production, comme les années précédentes. Donc, rapidement, juste pour dire que les chiffres de production seront basés sur les deux bases de données de l'imaginaire que sont BDFI et Noosphère. Donc, moi, je représente Noosphère, BDFI et pas présent. Pour commencer, donc, les chiffres de la production, on va déjà parler de ce que ça représente. Donc, on est sur un corpus d'environ 1200 livres publiés dans l'imaginaire sur 2023. Donc là, les chiffres BDFI et Noosphère sont à peu près cohérents. Hein. On est sur 1200. Sur ces 1200, les inédits, donc là on ne parle que de littérature adulte, hein, bien sûr. Les inédits représentent ont représenté 770 volumes en 2023 contre 900 en 2017. Donc effectivement, on a eu un pic vers 2018 et depuis, on a plutôt un tassement du nombre de parutions. Donc côté BDFI, il y a une évolution assez nette à la baisse. Côté Noosphère, nous, on est plus sur une descente, on va dire, smooth, quoi. Donc voilà, en tout cas, des deux côtés, aujourd'hui, on observe une diminution. Et l'une des hypothèses, l'un des éléments qui vont contredire ça, c'est qu'on peut imaginer que c'est en partie compensé par l'augmentation de tout ce qui est young adult. Donc ça nous amène à la planche suivante qui est dédiée justement au young adult. Donc ça, ce sont les chiffres BDFI, puisque nous, à Noosphère, on n'a pas de catégorie young adult. Alors, je ne rentrerai pas dans la définition de ce que c'est que le young adult, parce que quand vous regardez sur Internet, vous avez autant de classes d'âge que vous avez de définitions quasiment. Donc, c'est bon. Et donc là, effectivement, ce qu'on voit très nettement, hein, donc, sur les chiffres 2017, de 2017 à 2023, c'est qu'il y a une évolution très très significative, notamment depuis 2021. Donc on était à 10% en 2017. En 2022, on était monté à 23%, et là, vous voyez qu'en 2023, on a atteint 30%. Donc c'est vraiment une évolution très très significative qu'on peut aussi, je pense, mettre en parallèle de l'explosion de la romantaisie dans le paysage éditorial français. Question statistique qu'on fait un peu tous les ans aussi, c'est la part de francophones. Donc là, on voit une évolution qui est tout sauf linéaire. À savoir qu'en 2017, on est parti de 59%. On a eu un top, le maximum, on est monté à 66%. Et depuis, ça ne cesse de descendre jusqu'à atteindre à peu près 50-50 entre francophones et étrangers. Là, les chiffres, en plus, Noosphère, BDFI sont totalement cohérents de ce point de vue-là. Donc c'est, je pense, une vraie stat non biaisée, quoi. Qu'on peut aussi en partie expliquer par la part de romantaisie qui a augmenté, et ce qui concerne essentiellement des auteurs traduits. Voilà, sur la part, maintenant une planche sur la répartition entre grand format, poche, numérique et ainsi de suite. Bon, c'est une planche qu'on ne va pas commenter non plus pendant des heures parce qu'elle est relativement stable dans le temps et bon, on la présente tous les ans. Donc en gros, pour dire que effectivement,
depuis 2017, c'est toujours bien sûr les grands formats qui font l'essentiel des parutions, même si en chiffre de vente c'est plutôt l'inverse. On voit qu'aujourd'hui en 2023, les grands formats représentent plus ou moins 90% des parutions contre 9% des poches, et le numérique seul, donc là vraiment les titres qui ne sont publiés qu'en numérique, qui représentent vraiment une part infime du paysage. Par contre, le fait notable, qui est toujours lié à l'explosion de la romantaisie, c'est, vous l'avez sans doute vu si vous l'avez dans les grandes enseignes culturelles que sont la Fnac ou Cultura, c'est l'explosion littéralement des éditions reliées et collector, avec effectivement, là on voit sur les stats BDFI que en 2023 on avait doublé par rapport à 2022, et là sur 2024, alors qu'on n'est pas encore à la fin de l'année, on a encore doublé. Donc voilà, c'est une explosion. On verra jusqu'où ça va et quand ça s'arrête. Si ça s'arrête. Les dernières slides, c'est sur le livre audio. C'est effectivement aussi quelque chose qui est pas mal monté dans la fin des années 2010. On a atteint ainsi un palier en 2021 de 200 titres, là où on était 4 ans avant sur 100 titres, donc on avait doublé en l'espace de 4 ans. Et depuis, les chiffres sont relativement stables, on est plutôt sur du 200 titres par an, avec une répartition, on va dire, plutôt drivée par le fantastique, devant la fantasy et la SF, mais avec quand même une bonne représentativité de chacun des genres. Voilà. Muriel. On passe à Muriel. Voilà. Alors, je vais vous présenter la représentation des livres de l'imaginaire dans les médias. Donc pour ça, on a un panel de 27 médias. Ça fait quelques années que c'est à peu près ce chiffre-là. Il y a eu quand même des petites modifications par rapport à l'année dernière. Donc vous avez la librairie francophone de France Inter qui a laissé la place à Etc., qui est animée par Lilia Hassen. Il y a l'émission Sans oser le demander qui était sur France Culture, qui s'est arrêtée en septembre 2023, donc qu'on a remplacée par le Book Club qui existe depuis septembre 2022. L'émission Totémique de France Inter était quotidienne, donc elle est devenue hebdomadaire. Et puis on a aussi l'Obs qui a repris son nom du nouvel Obs en mars 2024. Je voulais aussi vous dire que sur l'ensemble de ces médias, ça représente pour cette année 14 800 chroniques en tout. Et donc c'est 13 800, et c'est une baisse de 1000 chroniques par rapport à l'année dernière. Il y en a eu 14 800, là il y en a à peu près 13 800. Donc il y a moins de livres qui sont chroniqués dans ce panel qui est pourtant stable. Il y a 1000 livres de moins qui ont été chroniqués, tout genre confondu, avec la littérature blanche aussi. Je voulais aussi vous dire que par rapport aux médias qui paraissent, aux hebdomadaires d'actualité générale, qui sont le Nouvel Obs, Le Point, Marianne et l'Express. Pour 3 d'entre eux, donc pas trop pour l'Express pour l'instant, mais pour 3 d'entre eux, il y a eu une baisse du nombre de pages. Donc il y a des problèmes évidemment économiques qui font qu'il y a moins de pages. Alors pour Le Point et pour le Nouvel Obs, ça n'a pas trop d'impact sur les chroniques livres. C'est-à-dire qu'il y a toujours le même nombre de livres qui sont chroniqués dans ces médias. Par contre, pour Marianne et pour l'Express, on a une baisse du nombre de livres chroniqués par numéro. Donc Marianne, il me semble, c'est passé de 5 à 2, c'est des moyennes, de 5 à 2 par numéro. Et pour l'Express, c'est passé de 8 livres chroniqués à 4 livres chroniqués par numéro. Donc il y a quand même une baisse importante dans ces médias-là. Autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que donc, dans la presse écrite, vous avez parfois des hors-séries. Donc dans la presse écrite qui est représentée ici, j'ai compté 13 hors-séries consacrées à la littérature. Et il n'y a cette année aucun hors-série qui a été consacré aux littératures de l'imaginaire ou à des auteurs, autrices de l'imaginaire. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce truc. Voilà. On regarde aussi les rubriques qui sont consacrées à l'imaginaire, donc ça n'a pas trop changé. Donc il y a toujours une rubrique fixe dans Libération. Donc c'est la libération.fr mardi SF, donc ça elle est toujours présente. Alors il y a des petites exceptions, mais c'est vraiment des exceptions. Et sinon, il y a 5 autres médias qui ont des rubriques qui sont occasionnelles. Donc c'est une de moins que l'année dernière, puisque La Croix avait une chronique dans son livre et idée qui s'appelait Imaginaire et que je n'ai pas du tout retrouvée cette année. Donc cette rubrique n'est pas réapparue cette année.
Là, c'était pour vous montrer un petit peu le nombre de médias qui étaient chroniqués par support. Donc en 2017, vous voyez, c'est la brique de gauche. On a beaucoup augmenté la presse écrite et pour un peu radio. Par contre, télévision et web, c'est les mêmes chiffres. Et donc ça nous permet de faire des comparatifs entre années, puisque c'est assez stable depuis 2021, on a à peu près le même nombre. Voilà. Donc ça nous permet de faire des comparatifs. Ensuite, on observe la représentation des auteurs et des autrices, édition spécialisée versus édition généraliste, et les genres de l'imaginaire. Donc pour les auteurs-autrices, c'est assez stable. Il y avait 39% l'année dernière, et là il y a 36% d'autrices qui sont chroniquées dans les médias qu'on observe. Pour les éditions spécialisées, alors depuis l'année dernière, c'est en augmentation. Je pense que ça s'explique en partie par l'apparition de collections d'imaginaire chez les grands éditeurs généralistes. Alors il y a peut-être d'autres facteurs, mais je pense que celui-ci doit intervenir. Donc il y a plus de représentation de ces éditions et collections spécialisées dans le panel de presse. Et en ce qui concerne les genres de l'imaginaire, c'est très stable. En fait, c'est toujours les mêmes genres qui arrivent en tête. Donc vous avez toujours la science-fiction qui est en tête, qui est la plus chroniquée, suivie par le fantastique, la fantasy et quelques genres hybrides. Et donc on voit avec ce dernier camembert qu'en fait le phénomène de la romantaisie n'est pas du tout répercuté dans la presse généraliste, puisque la fantaisie, en fait, ce sont les mêmes chiffres depuis les années précédentes, ça n'a pas augmenté. De mémoire, j'ai trouvé un seul titre de romantaisie dans tous ces médias, donc c'est Iron Flame de Rebecca Yarros, et donc chez Hugo Fantasy, j'ai pas trouvé d'autres titres. Là, je vous ai mis les livres d'imaginaire qui arrivent en tête en nombre de chroniques. Donc, vous voyez qu'il y a de la SF et du fantastique, mais il n'y a pas de fantasy. Et il n'y a pas non plus d'édition et de collection spécialisées. C'est que les éditeurs généralistes. Et là, donc, j'ai regardé pour les éditions et collections spécialisées, donc ce qui est arrivé en tête. Donc voilà, vous avez le Ministère du Futur chez Brajlon et du Sixteen chez Actes Sud, Exofiction. Ensuite, la nouvelle collection de Chimère, et là, plusieurs éditeurs aussi de l'imaginaire en troisième position. Et donc vous voyez qu'il y a moins de chroniques que pour les autres livres qui étaient en édition généraliste. Voilà. Alors moi, je vais vous parler un peu de la parité dans l'imaginaire. Donc d'abord, on a pris les chiffres parité et production. Donc comme vous pouvez voir, on part en 2017 à peu près avec un tiers d'autrices par rapport à 2 tiers d'auteurs, grosso modo. C'est une part la part des autrices qui n'a pas arrêté d'augmenter depuis 2017 pour arriver, alors cette année à peu près, BD et filles et Noosphère ne sont pas tout à fait d'accord, mais on arrive en grosso modo à une parité, voire à plus d'autrices que d'auteurs publiés. Alors après, on a aussi regardé la part des traductrices et des illustratrices dans les littératures de l'imaginaire. Alors je vous ai mis que 2 dates. Du coup, en 2017, pour les traductrices, on était à peu près à parité. Ça a baissé un peu en 2018-2019. Et en fait, on voit qu'en 2023, on retrouve à peu près une parité sur cette partie-là. Et pour les illustratrices, on part à effectivement un quart à peu près d'illustratrices. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est en constante augmentation depuis 2017. Donc on arrive à 42%, on peut espérer que l'année prochaine, on soit grosso modo peut-être à une parité. Alors ensuite, la parité et les prix littéraires de l'imaginaire francophone. Donc c'est une vingtaine de prix qui sont regardés chaque année pour faire ces statistiques. Donc en fait, on est parti de 2017 avec un tiers d'autrices primées pour arriver à peu près en 2020, on commence à être à parité. Et en fait, depuis 2020, c'est plus ou moins stable avec autour de 50% d'autrices primées. Donc on arrive. Les littératures de l'imaginaire pour les prix sont grosso modo à parité depuis 4 ans. Juste pour comparer, je vous ai mis le pourcentage d'autrices primées dans les prix littéraires généralistes francophones. Donc là, on est plutôt à un tiers. Là où dans les prix littéraires de l'imaginaire anglo-saxon, on est plutôt à 2 tiers d'autrices pour seulement un tiers d'auteurs. Et ça, c'est pareil, c'est des chiffres qui sont relativement stables sur les dernières années.
toutes et à tous. On va passer sur une nouvelle section de l'Observatoire qui n'avait pas encore été présentée. Donc cette année, on n'a pas forcément beaucoup de recul par rapport aux statistiques, ce qui fait qu'on s'est plutôt appuyé sur des statistiques externes qui viennent d'études qui ont été menées par des instituts spécialisés ou des sites internet qui se spécialisent dans le monde de l'imaginaire, pas dans le monde de l'imaginaire, dans le monde des réseaux sociaux. Attention. Donc, juste quelques statistiques pour commencer sur les réseaux sociaux en général, pour que vous compreniez un petit peu qui sont sur les réseaux sociaux, et une petite indication de comment est-ce que le monde du livre existe en fait sur ces réseaux. Donc, sur TikTok, aujourd'hui, on peut avoir ce cliché que TikTok c'est plutôt pour les personnes qui ont moins de 18 ans. En réalité, plus de 70% des utilisateurs français sont majeurs. On a 39,4% des Français qui ont entre 16 et 64 ans qui ont TikTok. Donc on a quand même une grosse communauté francophone sur TikTok. 90% des utilisateurs sont des utilisateurs quotidiens et passent en moyenne 34 heures par mois sur TikTok. TikTok, en fait, c'est le réseau social sur lequel, en moyenne, les utilisateurs passent le plus de temps chaque mois. Et donc le hashtag BookTok en 2023, donc selon les chiffres de TikTok, c'est le hashtag qui a été le plus regardé avec plus de 200 milliards de vues. Ce qui peut expliquer l'impact qu'on peut ressentir sur le monde du livre. Ensuite sur Instagram, donc Instagram c'est un réseau social qui va plutôt aller chercher, pas forcément les plus jeunes, mais qui va aller chercher sur une tranche d'âge qui est entre 25 et 44 ans, c'est la plus grande tranche d'âge, 47,5% des utilisateurs français vont avoir entre 25 et 44 ans. 64,8% des utilisateurs vont déclarer utiliser Instagram pour suivre des marques et des produits. C'est pour vous dire qu'il y a une volonté en fait d'être conseillé lorsque les gens sont sur Instagram. Donc c'est aussi quelque chose que les maisons d'édition et qui est utilisé aussi par les utilisateurs dans leur manière d'utiliser le réseau. Et donc le hashtag Bookstagram qui a été posté plus de 85 millions de fois en 2023. Attention, c'est dans le monde entier. Voilà. Quelques statistiques aussi sur Facebook et donc Twitter qui s'appelle maintenant X, si vous n'avez pas suivi, bon, voilà, c'est plus le pouvoir d'Elon Musk qui a un problème avec les X. 54,2% des utilisateurs de Facebook sont sur Facebook pour suivre des marques ou des entreprises, donc c'est moins que sur Instagram. Et c'est le 7e réseau social des moins de 25 ans, c'est-à-dire que les moins de 25 ans utilisent plus Instagram, TikTok, Snapchat, X, LinkedIn et Pinterest que Facebook. Donc, si vous avez une collection young adulte, c'est pas sur Facebook qu'il faut aller. 38,9% des utilisateurs français ont plus de 45 ans sur Facebook. Et en fait, sur Facebook, là où on va aujourd'hui retrouver le plus d'engagement, ça va être sur les groupes. Donc il y a déjà des groupes, je ne les ai pas comptés de façon sérieuse comme ont pu le faire mes camarades de l'Observatoire, mais j'ai déjà pu dénombrer une trentaine de groupes qui sont spécialisés dans l'imaginaire, et c'est ça en fait qui va générer le plus d'interactivité autour du monde de l'imaginaire. Sur X, on a 2/3 des utilisateurs français qui sont des hommes, 41% des utilisateurs qui déclarent aimer lire et écrire contre 42% dans la population, donc c'est-à-dire qu'on a une représentation à peu près correcte, enfin pas spécialement des groupes de personnes qui sont très lectrices qui vont être particulièrement sur Twitter. Et la raison pour laquelle les gens s'y trouvent, en fait, c'est principalement parce qu'ils trouvent que l'information est diffusée plus vite qu'ailleurs, donc c'est pour avoir les informations en première main. Voilà. Ça, c'est des chiffres qui sont sur 2024, ceux de précédents sont répartis entre 2023 et 2024, c'est des statistiques qui sont publiées dans des études. Nous, au sein de l'Observatoire, on a fait un premier travail en fait, de défrichage, on va dire, auprès de professionnels du monde de l'imaginaire, qualitatif, pour essayer de sortir quelques tendances qui sont ressenties par les professionnels du monde de l'imaginaire. Le panel est petit, on a une vingtaine de professionnels, on va l'étendre par la suite, et on a également prévu de faire une étude de lectorat sur les réseaux sociaux pour avoir une visibilité de qui sont les lecteurs et les lectrices sur les réseaux sociaux. Donc, il y a trois tendances qui se dégagent dans un premier temps. La première chose, c'est que pour toutes les personnes interrogées, les réseaux sociaux sont importants pour l'imaginaire. La première partie, c'est que sans les réseaux sociaux, le livre a moins de chances de trouver son public, donc c'est important pour la communication. La deuxième, c'est que, en gros, l'âge des utilisateurs sur les réseaux sociaux est un point important. Et certains parlent plutôt des 20-45 ans, d'un public qui est plus connecté qu'en blanche, comme on a pu le voir par rapport aux chiffres précédents. Sur certains réseaux, c'est pas forcément vrai, c'est plutôt les plus de 45 ans qui vont être sur Facebook. Et ensuite, la création de la communauté. Donc, on a interrogé des éditeurs, des éditrices, mais aussi des auteurs et des autrices. Et les auteurs et les autrices nous ont beaucoup fait remonter que avoir un lectorat capable de les suivre de livre en livre, d'éditeur en éditeur, et qui soit indépendant, en fait, leur donne une certaine importance aux réseaux sociaux.
Ensuite, donc il y a des différences dans les usages. Encore une fois, c'est ce que nous ont dit les éditeurs. Et alors, pour là, faire la différence entre les grandes maisons d'édition et les petites maisons d'édition, on a compté par rapport à la taille des équipes. Pas forcément au fait qu'elles soient indépendantes, mais plutôt les petites équipes d'édition ont tendance à prendre plus de risques et n'ont pas forcément les moyens marketing des grosses maisons d'édition. Donc les réseaux sont plutôt vus comme un mal nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut communiquer parce que sinon il ne se passe pas grand-chose sur les réseaux. Alors que dans les maisons d'édition où les équipes sont un peu plus fournies, on va avoir tendance à suivre les tendances marketing, à mettre des moyens marketing plus importants, et donc ils sont beaucoup plus scrutés pour déterminer des tendances, et ainsi soit les influencer, soit les suivre. Oula, il se passe quelque chose là. Oui, faut que tu reviennes en arrière. Oui, j'ai vu, ouais. Il vous a tout spoilé. Spoiler. Spoiler alerte. C'est le problème des réseaux sociaux. Ouais, ça va trop vite. D'ailleurs, c'est dans les trucs. Donc, le monde de l'édition, en tout cas le panel qu'on a interrogé, est conscient que le lectorat est très connecté sur les réseaux sociaux. Comme on a pu le voir, il y a une grande partie de la population qui est connectée, donc le lectorat de l'imaginaire aussi. Il y a aussi une tendance qu'on a repérée, qui est venue lors des interviews, parce qu'en fait on les a menées sous forme d'interviews qui ont duré à peu près 1 heure par personne, que le marché du livre anglo-saxon influence beaucoup les réseaux sociaux et va donc influencer le marché français. Donc la façon dont on va communiquer en fait est influencée par le marché anglo-saxon. Ensuite, il existe une différence entre le temps éditorial et l'instantanéité des réseaux sociaux qui est parfois difficile à appréhender. À partir du moment où, par exemple, un auteur ou une autrice est signé, il y a tout le travail éditorial qui prend plusieurs mois, voire pratiquement 1 an. Et donc communiquer et faire tenir de longue haleine sur un réseau social qui, de base, en fait, change très rapidement de tendance. Sur TikTok, on parle de 3 semaines à 1 mois pour une tendance, donc autant dire qu'il faut être très très régulier dans le contenu. Ça peut être compliqué pour le monde de l'imaginaire, du monde de l'édition en général. Et ensuite, les autrices et les auteurs nous ont parlé des contenus à répétition, de la création d'une communauté qui vont pouvoir favoriser les ventes, mais qu'un effort irrégulier, donc l'impact des réseaux sociaux sur les ventes dans le monde de l'imaginaire, n'est pas forcément aujourd'hui clairement identifié, il n'y a pas une attribution directe par rapport à ça. C'est plutôt la construction d'une communauté qui va venir générer la vente par la suite. Je vais passer la main à je ne sais qui. Bonjour, je vais vous parler des différents faits marquants qui ont eu lieu cette année. Chaque année, on présente quelques faits qui ont fait bouger un petit peu les milieux de la littérature, de l'imaginaire. Dans les gros événements, il y a des anniversaires, notamment les 15 ans de Critique, les 20 ans de la Volte, les 20 ans des moutons électriques, mais aussi 50 ans de Solaris et 50 ans de Métal Hurlant, qui est donc ressorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Une nouvelle revue qui est revenue, dirigée par Anne Besson, et puis quelques collections. Alors, sur la slide collection, il y a Timelapse en bas à gauche, qui est en fait une nouvelle maison d'édition, mais la collection Récif et Discord, qui sont des collections de novellas, respectivement de Argile et de Livresse, et puis Pâle, Magique, sont des collections poche. Il y a donc un engouement du marché de l'édition de l'imaginaire vers des formats poche qui est de plus en plus prononcé. Et puis, 2 grosses informations sur le marché qui sont le cycle de la Tour de Garde avec Guillaume Chamanadjan et Claire Duvivier, qui est le cycle avec le plus faible taux d'attrition. Le taux d'attrition, c'est la différence de vente entre un premier tome et un dernier tome. Et là, il s'agit donc de 6 tomes avec une attrition de 40%. Donc c'est vraiment sur l'histoire des cycles mis en vote, c'est vraiment le cycle qui a tenu le plus en haleine du début à la fin. Réparti avec les 2 auteurs. Il faut notamment aussi remarquer les 9 prix littéraires, dont un pour l'illustratrice Elena Veillard pour son travail. Et puis enfin, Du thé pour les fantômes, qui est un ovni dans l'édition chez De Noël, avec donc 2 prix littéraires, des traductions sur 8 pays et 20 000 exemplaires vendus, dont 1500 pour l'exemplaire relié à moins d'1 an. Donc il y a déjà une du roman qui est déjà passé, et ça reste quand même un livre, un titre qui est extrêmement profitable dans sa version collector. Du coup, il y a des reversionnements qui s'imposent, à la fois pour David Meulman, qui a accepté de nous donner tous les chiffres pour le cycle de la Tour de Garde, puisque l'éditeur des Forges de Vulcain, et puis pour Pascal Bobillon, donc éditeur chez De Noël.
Voilà. Alors Elodie, on est entre nous. Vous n'êtes pas du tout projeté en 4x3 dans une salle où voilà. Donc on est réunis sur l'Observatoire de l'Imaginaire. On a regardé un petit peu les chiffres de production jusqu'ici. On a vu qu'il y avait un monde qui changeait pas mal avec le young adulte, avec la romantaisie. Et il se trouve qu'Elodie Homel, qui est sociologue et enseignante à l'Université de Montpellier, a publié cette année un ouvrage passionnant qui s'appelle L'imaginaire au fil des pages, dans lequel, Elodie, vous avez interviewé une quarantaine de lecteurs et de lectrices d'imaginaire il y a quelques années, on va pouvoir en parler. Notre idée, c'est ensuite, avec l'interview en romantaisie, de voir un petit peu les motivations aujourd'hui des lecteurs et des lectrices et voir si ça correspond entre le sondage qu'a fait l'Observatoire de l'Imaginaire il y a maintenant 3 ans, les observations d'Elodie et ce que nous dira Benjamin juste après. Et Elodie, pour commencer de manière très rapide, comment vous pourriez nous qualifier un petit peu votre panel? 40 personnes, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les âges? Comment vous les avez recrutés? Qui sont ces 40 personnes? Alors effectivement, une quarantaine de lecteurs et lectrices. J'avais interrogé des jeunes adultes, donc des gens qui avaient entre 20 et 35 ans. Cette tranche d'âge en particulier m'intéressait parce que c'était des individus suffisamment âgés par rapport à interroger des enfants ou des adolescents par exemple, pour pouvoir déjà voir des étapes dans leur parcours de lecture, essayer de voir un petit peu l'évolution de leur goût au fur et à mesure. Et puis c'était aussi donc, du coup, la génération de gens que j'ai interrogés à ce moment-là, c'était un peu la génération charnière qui a grandi avec le numérique. Donc, il y avait aussi des questionnements par rapport à ça qui m'intéressaient sur cette génération. Au niveau de la constitution de l'échantillon, j'ai essayé de varier un maximum les profils. Donc, il y a à peu près une moitié d'hommes, une moitié de femmes, et j'ai essayé de varier leurs profils sociaux en termes de profession, de milieu social. Donc avoir aussi bien des individus de milieux plutôt favorisés, d'autres de milieux plutôt populaires, et essayer de varier aussi l'origine géographique. Donc pour ça, je suis passée par différents lieux, différents canaux pour les rencontrer. Donc pour une partie dans des événements comme les Utopiales dédiés aux littératures de l'imaginaire, mais évidemment pour élargir un public peut-être un peu moins investi aussi. Je suis aussi beaucoup passée par des librairies pas seulement spécialisées, des librairies généralistes, des bibliothèques dans différents types de quartiers, et puis également par des grandes surfaces culturelles, notamment dans des zones rurales où on va avoir moins de librairies dans un sens plus traditionnel. Rapidement, quelles sont un petit peu leurs motivations pour lire de l'imaginaire, science-fiction et fantasy? Est-ce qu'il y a d'ailleurs des motivations différentes en fonction des âges ou simplement des genres entre science-fiction, fantasy, fantastique? Alors ça, c'est une vaste question. Hein. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les intéresse? En fait, il y a deux aspects qui me semblent centraux. Le premier, c'est sans doute le plus évident, c'est l'évasion. Et évidemment, l'envie de sortir du quotidien, de voir autre chose, de s'immerger dans des mondes différents. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette envie d'évasion, elle se conjugue aussi avec une recherche de réalisme. Et pour moi, ça c'est vraiment un peu la spécificité de la lecture de science-fiction et fantasy, enfin de la réception de ces genres en particulier, c'est qu'ils permettent de combiner de façon particulièrement heureuse à la fois l'évasion et la recherche de réalisme. C'est-à-dire que même dans des univers imaginaires, on va retrouver du connu, que ce soit en termes de psychologie humaine, de relations entre les personnages, etc. Et donc ça, c'est des choses qui vont permettre aux lecteurs et aux lectrices d'apprendre, de s'approprier les récits, de s'identifier aux personnages et d'en tirer des choses en fait, qui vont leur être utiles à eux dans leur propre vie. Des réflexions éthiques, des réflexions philosophiques, des modèles de comportement, etc. Ce que moi j'ai bien aimé aussi dans votre livre, c'est que vous parlez un petit peu de carrière de lecteurs et de lectrices. C'est vrai qu'on a tous des parcours différents dans nos lectures. Comment se construisent leurs carrières?
Oui, alors du coup, j'ai repéré deux grands types de parcours un petit peu différents. D'un côté, on va avoir des lecteurs et lectrices qui ont découvert ces littératures très jeunes, au moment de l'école primaire par exemple, notamment à travers leur famille, parce qu'ils venaient de familles dans lesquelles les parents étaient eux-mêmes lecteurs et lectrices, soit de façon générale, soit de façon plus précise déjà de science-fiction ou fantasy. Donc là, on va avoir des jeunes qui ont vraiment hérité de ce goût pour l'imaginaire à travers leur famille. Donc ça, c'est un premier profil qui vont vraiment découvrir ça très jeune. Et le deuxième profil, c'est plutôt des gens qui vont découvrir ces littératures un petit peu plus tard, souvent plutôt au moment du collège, au début de l'adolescence, à travers d'autres prescripteurs que la famille. Et ça va être souvent les pères, les camarades du même âge, qui eux sont déjà amateurs ou amatrices de ces littératures, ou alors via d'autres supports, comme par exemple via l'audiovisuel, les films, les séries, ou le jeu vidéo, le jeu de rôle, qui sont aussi des portes d'entrée dans les univers imaginaires qui peuvent amener dans un second temps à la lecture chez celles et ceux qui n'étaient pas jusque-là forcément très lecteurs ou lectrices. Alors parlons maintenant un peu des différences. Est-ce qu'il y a des différences de parcours en science-fiction, en fantasy, en fonction des catégories socio-professionnelles ou en fonction des âges ou des lecteurs et des lectrices? Oui, alors il va y avoir des différences plutôt alors un petit peu dans les parcours également, mais surtout dans les manières de lire et dans les points d'intérêt dans la lecture, dans les éléments qui vont vraiment attirer l'attention des lecteurs et des lectrices dans la lecture. Donc d'une part, il y a comme ça vraiment une interaction entre les intérêts professionnels et éventuellement scolaires des individus et leurs intérêts dans la fiction. Par exemple, dans mon échantillon, j'ai plusieurs infirmières, assistantes sociales qui vont s'intéresser par exemple beaucoup aux questions qui touchent aux enfants, à la façon dont sont traités les enfants, par exemple Harry Potter dans son placard sous l'escalier, ou des vétérinaires qui s'intéressent aux relations avec les animaux, au pouvoir qui permettent de communiquer avec les animaux, ce genre de choses. Et puis, donc, d'une part, la profession qu'on a, le parcours de formation et professionnel qu'on a, ça va avoir une influence sur ce qui attire notre attention dans les récits. Et puis inversement, on peut aussi penser qu'il y a une influence des récits qu'on a lus, des choses qui nous ont intéressés sur les choix d'orientation eux-mêmes. J'ai par exemple comme ça des lecteurs et lectrices qui me disent c'est pas sûr que je suis devenue scientifique parce que j'ai lu Asimov, mais ça y a sans doute contribué, ce genre de réflexion. Voilà, et puis je peux continuer un petit peu sur la question du genre. On observe aussi comme ça des points d'attention variables selon le genre dans la fiction. Alors, sans vouloir trop schématiser, parce qu'il y a évidemment toujours des nuances et des variations que je ne vais pas trop avoir le temps de développer, mais c'est vrai qu'il y a un intérêt plus fort des lecteurs pour les thématiques scientifiques, en particulier pour les éléments considérés comme les plus masculins, des sciences, la physique, les concepts mathématiques, etc. Et du côté des femmes, on va plus avoir des intérêts vers des thématiques considérées comme féminines, comme la romance, la psychologie des personnages, ou même parmi les scientifiques, c'est intéressant parce que même quand les filles disent s'intéresser à la science dans la fiction, ça va souvent être à des aspects considérés comme plus féminins des sciences, comme justement la biologie, les questions de bioéthique, etc. Ça pose plein de questions. Je vais vous proposer, merci d'avoir beaucoup pour cette interview. Je vais vous proposer de rester en ligne, on va avoir une autre interview, puis il y aura des questions, il y aura peut-être des... On peut même faire les questions. On peut même faire les questions directement, me dit-on. Vous avez vu, c'est une organisation sans faille, et Pierre-Marie lève bien son micro. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Élodie Homel, sociologue? Non. Une fois, deux fois, trois fois.
4 fois, C'est que ça a été extrêmement 5 clair. fois. Non, vraiment. Bon, voilà, bah, c'était très clair. Merci beaucoup, et Elodie Haumel. Merci Voilà. beaucoup pour votre invitation. On rappelle votre ouvrage qui s'appelle L'imaginaire au fil des pages. Merci à vous. Vous pouvez rester, il y aura peut-être des questions après, il sera peut-être un petit peu moins timide. Merci beaucoup. Alors, on vous parle depuis tout à l'heure de romantaisie. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir un petit échange avec Benjamin Cornuau, je t'en prie, éditrice chez Sabran, de façon à mieux connaître ce genre. Donc voilà. Donc déjà, Benjamin, merci d'être venue, d'être présente. Merci de m'avoir invité. Et la première question que tout le monde se pose, c'est quoi la romantaisie? Bon, on est quand même un peu en travertis là, mais je vais vous refaire ça très brièvement. Donc la romantaisie, un mot valise entre romance et fantaisie. La fantaisie, je pense que c'est pas vraiment la peine de vous la réexpliquer. En revanche, la romance, elle est codifiée. Et on reconnaît une romance à plusieurs choses. Déjà, c'est que une histoire d'amour va être l'élément principal de l'histoire. Cette histoire d'amour va avoir toujours, et ça c'est une règle de la romance, une fin heureuse. S'il n'y a pas de fin heureuse, ce n'est pas une romance. Voilà. Bon, voilà. Il y a certaines ensuite étapes incontournables qui vont avoir lieu dans une romance, moult obstacles qui vont parfois éloigner les deux protagonistes, qui vont toujours évidemment réussir à avoir raison de ces obstacles et à se retrouver et à trouver leur fin heureuse. Voilà. Donc une romantaisie, c'est une romance qui va avoir du coup lieu au premier plan, et au second plan, on va avoir un univers de fantaisie qui va être plus ou moins détaillé, plus ou moins construit. Mais ça, en fait, la romantaisie, pour moi, en tout cas, je considère que c'est un des sous-genres de la romance. Parce que cet élément, il est primordial. Comment, justement, quand on a un livre entre les mains, déterminer s'il s'agit de romantaisie ou de fantaisie, eh bien, il faut se poser la question de la part que va prendre l'histoire et l'intrigue amoureuse, tout simplement, dans le récit. C'est souvent assez évident, ça saute généralement au-dessus. Je continue. Ce que je voulais aussi préciser, parce que je trouve que ça c'est quelque chose dont on ne parle pas toujours, c'est que la romantaisie, elle s'inscrit au sein de la romance dans un genre qui a vraiment des propriétés d'adaptation assez incroyables, un dynamisme très fort. Et la romance, en fait, ne découvre pas la romantaisie. On parle de romance paranormale depuis maintenant presque 25 ans à peu près. Dans les années 2000, il y a des autrices principalement anglo-saxonnes qui ont commencé à écrire justement, alors les grands genres qu'on connaissait à l'époque, c'était l'urban fantasy. Je ne vais pas revenir sur le phénomène qui a été la beat-lit. Il y avait Twilight, il y avait la Communauté du Sud, avec à chaque fois tiré ces mastodontes par des adaptations qui ont donné une énorme force évidemment de représentation et de visibilité à ces romans. Mais ça a été une des premières grandes vagues en fait, de ce qu'on appelait au sens large la romance paranormale. Ensuite, et c'est assez marrant, la romance paranormale s'est un petit peu endormie et a laissé place au sein de la romance à un nouveau phénomène qui était en fait la romance contemporaine tirée par nos adorables milliardaires. Donc c'est pas un hasard, hein, c'est assez marrant. 50 nuances degrés, que vous connaissez également, à la base a été écrit par E.L. James comme une fanfiction de Twilight. Donc voilà, elle a fini par gommer tous les éléments vampires, elle l'a fait publier, et puis bon, bah, voilà, c'est devenu le fer de lance d'une nouvelle vague au sein de la romance. Donc pendant ce temps-là, la romance paranormale s'est un peu endormie, et puis au début des années 2020, on en a eu marre des mecs qui vont faire leurs courses en hélicoptère, et on s'est réveillé à la faveur du confinement et à l'émergence aussi de nouveaux réseaux sociaux. Il y a eu TikTok qui a été très très important dans cette émergence. Il y a des autrices qui se sont dit ok, moi j'ai encore envie d'écrire la romance, mais cette fois dans un contexte complètement coupé du réel, ce qui n'avait jamais été le cas jusque-là dans la romance paranormale. Je vous parlais d'urban fantasy, c'était toujours du fantastique, des choses qui étaient ancrées dans notre monde réel. Après, on pouvait partir plus ou moins loin, il y avait des créatures, du voyage dans le temps, mais ça commençait toujours chez nous. Depuis le début des années 2020 et tous les phénomènes qui maintenant sont clairement associés, c'est la romantaisie, on a coupé les ponts avec le réel. Et ça, c'est une nouveauté qu'apporte la romantaisie. Et voilà. D'accord, merci beaucoup pour cette explication détaillée. La deuxième question qu'on aurait, c'est ce lectorat et aussi les écrivains et écrivaines, est-ce qu'ils ont des particularités par rapport au genre de l'imaginaire? Les écrivains ou les lecteurs, pardon? Les lecteurs, ouais, les lecteurs. Enfin les écrivains, si tu veux. Les lecteurs, alors pour moi, les lecteurs de la romantaisie sont quand même à majorité écrasante des lectrices.
Ce sont des lectrices qui ressemblent en fait grosso modo à nos lectrices en romance. Elles sont plutôt jeunes, on est sur un lectorat qui va aller grosso modo, on est sur du 15-35, mais il y a une représentation, il y a des lectrices un peu plus jeunes, un peu plus âgées, mais sur la romantaisie c'est quand même assez jeune. Ensuite on constate une autre chose, c'est que comme la lectrice de romance et pour le coup aussi comme le lecteur d'imaginaire, il est très connecté sur les réseaux sociaux. Comme l'imaginaire, la romance n'ayant pas bénéficié d'un relais médiatique dans les médias traditionnels, il y a des communautés qui se sont fédérées très fortement sur les réseaux sociaux. Alors à l'époque ça a commencé, c'était des forums, c'était des blogs, maintenant c'est les réseaux. Voilà, donc on constate ça. Après, en termes de répartition sur le territoire, le lecteur d'imaginaire, c'est plutôt un citadin, généralement qui va habiter une plutôt grosse agglomération. La lectrice de romance, en revanche, elle est plus répartie dans le territoire rural, et il y a une assez forte concentration de lectrices sur la romance, notamment dans le nord de la France. Voilà. Merci beaucoup. Autre question qui nous interpelle et sur laquelle on s'est beaucoup posé de questions au niveau de l'Observatoire de l'imaginaire, quelle porosité tu vois entre les lecteurs de romantaisie et les lecteurs d'imaginaire traditionnels, si on peut dire comme ça? Alors historiquement, la romance a toujours été très cloisonnée, que ce soit en termes de lectorat ou même ce qu'on retrouvait en magasin. La bitlit à l'époque, alors les phénomènes ont fait un peu exception parce qu'on parle de phénomènes, donc évidemment on va le retrouver, le Twilight, on va le retrouver sur des endroits où éventuellement ils n'auraient pas été habituellement, quoi. Mais c'est des genres qui sont très codifiés, même au niveau des couvertures. On ne peut pas ou difficilement confondre un ouvrage de romance paranormale ou de romantaisie avec un ouvrage de fantasy. Alors ça, plus récemment, on se rend compte que ça se brouille un peu, je vais y venir. Mais donc ça a été longtemps assez cloisonné. Du coup, le lectorat, en fait, côté romance, il est resté côté romance, et quand c'était de la romance paranormale, il lisait de la romance paranormale. On a plus, dans le sens, une lectrice de romance qui peut se tourner vers de la fantaisie, parce que c'est juste une question de défaut d'offre. C'est-à-dire qu'une lectrice qui veut des récits pas ancrés dans le réel, il y avait un peu moins d'offres à une époque, tout simplement, en côté romance, côté récit écrit avec une forte parfaite à l'intrigue, amoureuse, etc. Voilà. Mais dans l'autre sens, en revanche, le lecteur ou la lectrice de fantasy, on le voit pas aller attraper de la romance paranormale ou alors par curiosité 6 phénomènes. Quoi. Je reviens à ces mastodontes là. Donc voilà. Après, au sein de la romance, la lectrice de romance, en revanche, elle peut naviguer d'un genre à l'autre, parce que comme je vous le disais, la romance elle est tirée par des énormes phénomènes de mode qui bougeront, qui continueront de bouger, et donc je pense que cette lectrice là aujourd'hui de romantaisie, peut-être qu'elle sera sur un autre phénomène dans 5-10 ans. J'ai une impression, mais peut-être fausse, j'ai l'impression que les lectrices de romantaisie ont un aspect collection sur les livres. Ouais. Est-ce le cas? Alors, il y a deux choses là que tu dis qui sont importantes. La collection, donc l'objet en tant que collectionnable, je sors un anglicisme, mais vous voyez l'idée. Il y a un phénomène qui a apporté aussi avec ce renouveau voilà, sur la romantaisie, un format. Le format qui était très classique aux États-Unis, qu'on appelle le hardback, qui est donc une édition reliée, qu'en France on va plutôt appeler collector ou relié, bon ça dépend un peu des fois. Et donc cette édition reliée, elle a été tout de suite très identifiée par les lectrices. C'est devenu un objet de collection. Elles se sont jetées sur l'offre qui était disponible. Alors ça a commencé vraiment très fort, on va dire, en tant que phénomène en 2019-2020. Et on a vu en fait un éditeur, puis un autre, puis un autre, puis un autre commencer à en faire de plus en plus. Donc ça a commencé, alors Brajlon faisait du collector, mais c'était plus offre de fin d'année, des choses comme ça, c'est des choses qui existaient déjà, le collector. De Saxus est arrivé avec des offres collector sur ce qu'on va appeler la romantaisie et la fantaisie un petit peu. Ensuite Brajlon avec Big Bang, il y a eu Olympe, il y a eu Calix, donc chez Gallimard et Flammarion respectivement. Voilà. Et tous les grands éditeurs en fait se sont jetés là-dedans, se sont intéressés à ce format et donc a fortiori à la romantaisie. Donc il y a vraiment eu un intérêt et c'est là que c'est sympa, c'est que là où précédemment finalement les tentatives des éditeurs de mettre le pied dans cette porte-là avaient été assez hermétiquement cloisonnées, je dirais, au secteur romance, etc. Là on sent vraiment qu'on se dit bon alors on les met où quoi, enfin, déjà on les met où ces bouquins,
Est-ce que c'est de la fantaisie, est-ce que c'est de la romantésie? Des gens se posent la question. Et les couvertures participent aussi un petit peu à brouiller les codes, à rendre ça plus populaire, plus généraliste. Donc on a aussi la matérialité du livre, finalement, elle raconte une histoire un peu nouvelle. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, on a des lectrices, des lecteurs qui vont aussi aller collectionner ces livres. Alors que précédemment, c'est quand même arrivé beaucoup, notamment, je reviens sur la romance, mais sur des couvertures dont on avait un peu honte, clairement, d'exhiber, soit sur son étagère, et je ne vous parle même pas des transports en commun, quoi. Enfin, on les sortait pas, les bouquins. Donc là, ça fait du bien, je pense, aussi aux lectrices qui peuvent avoir des beaux objets. Merci beaucoup. Alors, comme pour Elodie, est-ce que vous avez des questions à poser à Benjamin autour de tout ce qui est romantaisie, le lectorat, etc. Oui, voilà. Je vais y aller parce que c'est toi qui vas répondre à la question, je pense. Alors, moi j'ai plusieurs questions. Déjà, je voudrais voir la part de lectrices. Est-ce qu'il est possible d'imaginer la part de lectrices de romantaisie qui viennent du young adulte en général? Et est-ce que ces lectrices qui lisent de la romantaisie parce qu'elles viennent de la romance, est-ce qu'elles vont aussi du coup aller vers de la fantaisie classique ou elles vont rester dans quelque chose qui est autour de la romance parce que c'est d'abord la romance qu'elles viennent chercher? Alors, on voit que ces lectrices, alors je parlais de défaut d'offre tout à l'heure, donc c'est des lectrices qui aiment les mondes imaginaires, donc il y a une époque se sont dirigées vers la fantaisie classique, peut-être faute de mieux, on va dire. Aujourd'hui c'est plus le cas parce que l'offre elle est devenue assez pléthorique. Maintenant, je pense qu'il y a un accompagnement qui peut être fait avec ces lectrices pour leur faire découvrir autre chose. Et je pense notamment à des bouquins, pour moi, que je considère un peu comme des passerelles, qui sont pas tout à fait de la romantaisie, pour moi ce n'en sont pas. Je vais prendre l'exemple du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, qui est un roman de fantaisie. Alors là, clairement, on ne peut pas s'y tromper, qui est hyper construit, qui est très bon, et qui est écrit par une femme, je pense que ça joue quand même, et qui donc va livrer l'intériorité de ses personnages, des sentiments, des histoires d'amour. Elles font partie de l'histoire, elles ne sont pas au premier plan, mais elles sont là, elles sont très importantes. Et je trouve que pour moi, voilà, il y a quelque chose à jouer avec toute cette nouvelle génération d'auteuristes qui proposent des bouquins qui jalonnent un petit peu, voilà, qui créent une passerelle, quoi. Donc, à mon avis, on se rend compte déjà que ces lectrices sont en train de découvrir qu'il y a tout un monde de publications. Déjà, elles se disent « Ah, j'ai sauté le pas ». Parce qu'il y a beaucoup de lectrices de romance qui n'avaient jamais osé lire de la fantaisie, parce qu'elles se disaient « C'est trop compliqué, je comprends rien ». Et qui ont sauté le pas grâce à ça, grâce à l'aspect romance. Donc ça les a fait arriver dessus, elles se sont dit « Non, mais je m'éclate, c'est génial ». En plus, les héroïnes, ça je ne l'ai pas dit, mais pour la romantaisie, ça marche aussi, parce qu'on a une espèce d'émancipation encore au-delà du réel, quoi. Par rapport à ce qu'on a l'impression qu'une femme, un personnage féminin, pourrait éventuellement se permettre d'être dans le monde réel. Et donc ça leur plaît, quoi. Ouais, je pense qu'elles ont mis le pied dans un truc, et que là, il y a moyen de les capter et de leur ouvrir, de leur montrer à quel point c'est grand, à quel point c'est vaste, et de les faire un peu voyager dans cette fantaisie. D'autant que je pense que voilà, on n'est plus à une époque où la fantaisie elle est dominée par des hommes blancs hétéros, en gros, qui écrivent pour des hommes blancs hétéros. Bon voilà, il y a plein de femmes qui écrivent, des tas de choses merveilleuses, et je pense qu'on peut les garder grâce à ça. Question un peu dans la même veine. Qu'en est-il de l'articulation entre romantaisie et dark romance, qui a aussi été un phénomène? Est-ce qu'il y a de la dark romantaisie? Est-ce que c'est les mêmes lectrices? Est-ce que les codes en fait se retrouvent? Alors traditionnellement, la romantaisie, elle est quand même assez pimentée, assez épicée. Il y a des scènes de sexe explicites. On est sur quelque chose qui a un ADN quand même assez cul, pour le dire franchement. Et la dark romance, en revanche, là c'est vraiment un sous-genre généralement de la romance contemporaine. On a quelque chose qui apparaît, c'est la dark romantaisie. Voilà, on rajoute des mots, ça paraîtra mal. Et ça existe et ça plaît. Maintenant, est-ce qu'il y aura un nouveau phénomène dark romantaisie? Peut-être. Il y a déjà des bouquins qui se font et qui marchent bien. Mais ça, en fait, il y aura toujours des lectrices. Je reviens sur le young adult parce que je n'ai pas vraiment répondu sur cette partie-là. Là, il y a différentes cibles. Donc, il y aura toujours différents étages d'intensité dans
le côté explicite ou pas de la romance, quoi. C'est-à-dire, il y a des romances qui seront sombres, mais sans être pour autant très explicites, et puis il y a des trucs qui vont partir, effectivement, c'est possible aussi. Ça, le degré d'intensité, elle traverse tous les genres en romance. Et on le constate aussi en romantésie. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions sur la partie romantésie? Oui. Bonjour, merci d'être là pour tout ce que vous avez dit jusque-là. J'avais une question peut-être plus orientée sur la romantésie queer en France. Qu'est-ce que ça donne en termes d'évolution, de naissance? Alors, c'est une bonne question. L'inclusivité, la représentativité dans ces histoires, je parlais de nouvelle génération, c'est vraiment quelque chose que la plupart des autrices à succès ont à cœur de défendre. C'est quelque chose que je remarque, que je trouve assez admirable. On a toujours, alors bon, c'est un peu un classique de la romance, il va y avoir plusieurs couples. On va avoir le couple principal et puis le couple B, couple C, bon voilà. Et elles essaient, si l'intrigue principale n'est pas une intrigue, une romance queer, on va toujours avoir un personnage soit racisé, soit un personnage queer, plusieurs, avec une représentativité aussi. La question de la transidentité aussi, elle est souvent abordée. C'est intéressant parce qu'on la transpose en plus dans un univers où les règles peuvent complètement changer autour de ces questions-là. Donc je trouve qu'on l'a beaucoup plus sur cette vague-là, alors que typiquement dans les autres genres de la romance, c'était assez peu le cas. Donc ça, c'est chouette. Il y a même des éditeurs qui sont spécialisés en romance queer et qui ont une très très grosse communauté sur la fantasy, le paranormal et la romantasy maintenant. Je pense à Bookmark par exemple. Ebook en fait pas mal aussi, mais surtout Bookmark qui en fait depuis presque 10 ans maintenant. Oui, bien sûr, la représentativité, ça a été aussi l'ordre de bataille, le combat de certains éditeurs et qui ont toujours fait en sorte de le montrer. Après, c'est vrai que c'était des ventes un peu plus discrètes. Donc là, ce qui est chouette, c'est de voir que ça se trouve aussi dans des bouquins qui vendent beaucoup plus. C'est chouette aussi, c'est qu'il y a un plus grand public du coup qui va être touché par ces questions-là, c'est celui-là. Merci beaucoup Benjamin. Ce que je vous propose, on vous a coupé un peu court tout à l'heure sur toutes les autres thématiques, la production, tout ça. Parité, presse. Est-ce que c'est le bon moment? Vous avez des questions? Vous avez différents sujets qui étaient venus? Oui, bravo. Tu veux parler de quoi? Tu veux parler à qui? Je veux parler de la représentation de l'imaginaire dans la presse généraliste. Ah, Muriel, elle est ravie. Alors d'abord, merci pour le travail, parce que c'est un travail monstrueux, et bravo. Et en fait, l'an dernier, j'avais retenu qu'il y avait à peu près 5%. Le chiffre, grosso modo, que j'avais retenu, c'était 5,5%, je crois, de chroniques sur l'imaginaire dans la presse généraliste. Et là, cette année, j'ai pas vu de chiffres. Est-ce qu'il est en évolution? Est-ce que ça représente grosso modo le même chiffre? Désolé de la colle. Non, mais je suis en train de réfléchir à comment j'avais construit ces chiffres-là les années précédentes. C'est vrai qu'on ne l'a pas présenté dans le diaporama. Non, je pourrais pas vous répondre, je crois que je ne l'ai pas fait. Mais voilà, je ne sais même plus comment je faisais d'abord. Non, mais je suis désolée, je chercherai, je vous dirai ça, mais non, je ne sais pas. Alors, pour info, oui, parce que du coup, ça rebondit sur un sujet. Cette année, on n'a pas présenté totalement les mêmes chiffres que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a présenté un peu moins de choses, etc., pour avoir le temps pour donner des interviews aussi. Ce qui est prévu, c'est qu'on fasse un document. Alors, laissez-nous le temps, parce que comme vous le savez, on est tous. On a tous un vrai métier en fait à côté de l'observatoire. Donc l'idée derrière, c'est de faire un document justement sur lequel on expliquera aussi la façon dont on récupère ces chiffres et la façon dont on les prépare. Donc voilà. Juste pour intervenir, donc je ne vais toujours pas répondre à cette question, mais en fait, si vous voulez voir les chiffres mensuels, parce qu'en fait, je fais une publication mensuelle avec combien il y a de chroniques de livres ce mois-ci, combien par genre, et vous voyez par titre de presse le nombre de chroniques, ce que ça représente dans la globalité des chroniques littéraires, les genres de l'imaginaire. Donc ça, c'est sur la page Facebook de l'Observatoire de l'imaginaire. Vous avez ces tableaux qui sont publiés chaque mois. Bon, là, je ne sais pas où on en est, parce qu'avec les utopiennes, on est un peu... Voilà, donc je ne sais pas si on a les derniers mois. Mais voilà, ça va être...
Et il y a déjà plusieurs mois qui sont disponibles. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ah oui. C'est pour la catégorie fait marquant. Il y avait quelques années, l'année dernière et d'avant, on avait vu l'impact de la sortie du film Dune sur les ventes et les éditions collector qui étaient ressorties, etc. Est-ce que la sortie de Dune, du second volet, a fait quelque chose? Et est-ce que également sur les grandes sorties de séries, de SF, même sur les plateformes genre Netflix, il y a encore eu des impacts sur les ventes? On a vu un truc sur GFK. Non, vas-y, mais si t'as une réponse, vas-y. Si t'en as pas, non. Si c'est pas tous les deux pour avoir une réponse. On a vu sur GFK, donc là, il faudra que j'allume l'ordi, mais où quelqu'un avait montré Impact Dune et U16. Le reste, je ne sais pas si l'approche c'était de regarder s'il y avait eu un impact ou si c'était de regarder tous les impacts. Je ne sais pas s'il y avait un a priori ou pas. Voilà. Mais oui, toujours. On a coupé dans les diapos, mais effectivement, sinon on aurait mis l'événement de sortie. Voilà. Mais a priori, il n'y avait que ces deux-là. Et Fondation. Ah oui, sur la slide du mois d'imaginaire, c'est vrai. C'est de là que j'ai taxé la slide. Donc il y a Fondation, je répète pour tout le monde, oui, il y avait Fondation, Dune et U16. Problème à 3 corps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez l'écran? Non? Vous avez des questions? Vous avez le droit. Merci. Les slides qu'on a vus au début, donc on peut les retrouver quelque part si on a Non. à tout noter ou à tout prendre en photo. Oui. On va les publier sur. Alors déjà sur live sur Facebook, c'est-à-dire qu'on aura déjà tout l'observatoire qui sera disponible en ligne. On fera aussi un YouTube, ça durera tout, et les slides on va les partager en PDF sur la page de fan de l'observatoire. Et le bon côté des PDF, c'est qu'il n'y aura pas tous les écrans qui sautent. Ah, ça c'est la meilleure partie. Moi j'ai une dernière question. Vous comptabilisez quoi comme éditeur d'imaginaire? Parce que justement on a parlé de bookmark, est-ce que vous les avez comptabilisés? Non? Alors je vais laisser Bruno répondre déjà pour Nosphère. Oui, Bookmark, on les référence. BDFI le fait de manière exhaustive parce que BDFI, l'avantage de Christian Moulin qui compile les chiffres, c'est qu'il a la retraite, donc il a du temps pour. Tu t'as qu'à te forcer. Bookmark, on les comptabilise aussi, mais on n'est pas exhaustif là-dessus. Mais oui, bien sûr, tous les éditeurs, tout ce type d'éditeurs sont comptabilisés. Les seuls qu'on a exclus de l'analyse qu'on vous a présentée, je crois que c'est rappelé sur une planche, mais j'en ai pas parlé à l'oral, ce sont les auteurs auto-édités. Parce que là, pour le coup, ça serait un boulot monumental que d'essayer de référencer tous les auteurs auto-édités. Donc on préfère, et ça ne passe pas par le circuit traditionnel de l'édition, donc on préfère ne pas les comptabiliser. Donc les Legal Masters, comme disait Jean-Yves, sont comptés dedans, et oui, bien sûr, les romans d'éditeurs qui ne font pas que la romance sont que du roman. Oui, tout à fait. Des autres années, on présentait aussi le site entre éditeurs généralistes et éditeurs spécialisés. On ne l'a pas présenté cette année, encore une fois, comme l'a dit Alan, pour laisser du temps aux autres rubriques. Mais oui, on essaye de différencier, justement de faire la part des livres publiés par les éditeurs généralistes et par les éditeurs spécialisés, sachant qu'après, il y a toujours une zone grise aussi où il y a des éditeurs généralistes qui se mettent à créer des collections spécialisées. Donc à ce moment-là, est-ce qu'il faut comptabiliser l'éditeur généraliste ou la collection spécialisée? C'est tout le débat. Et donc là-dessus, par exemple, on n'a pas nécessairement exactement la même grille de classification. Alors on arrive à la fin, donc ce qui donne l'occasion, parce que Bruno, tu as tendu la perche pour dire qu'on avait besoin de monde. Donc cette année, vous avez vu, on a Nick qui nous a rejoint, qui travaille sur la partie médias sociaux. On a aussi David qui nous a rejoint. Voilà. Donc je vais laisser le mot de la fin à Jérôme, et du coup peut-être que les gens de l'Observatoire peuvent venir derrière Jérôme.
Moi, j'ai une dernière stat, même s'il y a du monde qui est parti, vous êtes plus nombreux finalement le jeudi matin que le dimanche matin, ce qui veut dire que l'influence du samedi soir est certaine, ce qui veut dire que les gens de l'imaginaire boivent. Voilà. Statistiquement, on est quand même là-dessus. Donc, plusieurs choses à vous dire. D'abord, pour comptabiliser les bières et plein d'autres choses sur les chiffres de l'imaginaire, on a besoin de monde, donc c'est un appel, hein, évidemment, vous pouvez venir, vous avez compris, on a tout un tas de chiffres et il y a plein d'autres choses à explorer pour comprendre nos genres, nos milieux. Vous avez vu, ça bouge avec la romantésie aujourd'hui, le young adulte, etc. Donc, c'est le moment, il faut y arriver. Toutes nos publications sont évidemment sur la page Facebook de l'Observatoire de l'Imaginaire, ce qui veut dire qu'on s'adresse aux plus de 45 ans. Voilà, merci Nick. On a bien compris, hein, nous sommes un club de vieux, clairement. Donc, s'il y a un réseau social pour les EHPAD, ça nous intéresse pour que vous puissiez venir. Il y a des merci à faire. Donc, Alan l'a dit, on va retrouver tous les chiffres et puis les chiffres un peu plus constitués parce que, évidemment, tout ça, ça mouline. Et donc, notre vœu pieux depuis 2017, c'est de pouvoir proposer un petit peu tout ce qu'il y a derrière en termes de chiffres un petit peu détaillés. J'ai des merci à faire, donc déjà pour toute l'équipe, parce qu'ils ont bossé comme des fous, voilà, et on peut les applaudir, hein. Ceux qui sont là. Il y a ceux qui sont là et je pense aussi à ceux qui ne sont pas là, comme nos camarades par exemple de BDFI, Christian et Jean-Louis, qui est à la retraite, qui n'a aucune excuse pour ne pas venir, mais qui lui nous suit sur Facebook, parce qu'il a plus de 45 ans. Ouais. On va remercier les Utopiales parce qu'ils nous accueillent quand même depuis 2017. J'ai un merci spécial à Anne-Laure, parce que si vous étiez là en 2017, vous avez compris qu'en termes de présentation, on a fait un bond quantique. Clairement, on a changé de siècle et de plusieurs siècles d'un seul coup. Donc merci Anne-Laure. Ouais, merci à vous d'être là si tôt le matin, même si c'est pas le dimanche, on a compris, on essaiera de revenir le jeudi matin. Voilà. Merci à tout le monde. Merci.